Bah, félicitations, tu as gagné le jeu. Bon, bonsoir à tous, je m'appelle Thibaut Lucas, j'ai 26 ans et il y a 3 ans, j'ai cofondé une boîte qui s'appelle Pixelia. Et effectivement, chez Pixelia, on fait des CVOps, qui est du MLOps pour la computer vision. Deuxième jeu, quelqu'un d'autre pourrait m'expliquer ce que c'est le MLOps à votre avis? Bon, vous pouvez essayer au moins. Non? Bon, MLOps, ça veut dire, c'est le diminutif de Machine Learning Operations. Grosso modo, ça veut dire toute l'ingénierie qui gravite autour de l'intelligence artificielle. Ça paraît un peu compliqué comme ça. Et donc, nous, notre métier, c'est d'aider les entreprises qui veulent faire de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'images. Donc, des applicatifs que vous pourrez voir, c'est par exemple la voiture autonome ou en médecine médicale. Ou par exemple quand vous prenez une photo sur votre téléphone et qu'à la fin on vous dit c'est Jean-Michel, il est dans 40 photos et j'ai fait un album de Jean-Michel sur son téléphone. Bon ça c'est du traitement d'image automatisé et c'est de la computer vision. C'est assez compliqué de faire ça et du coup il y a besoin un peu d'ingénierie autour. Et nous notre métier c'est de fournir cette ingénierie là à des entreprises plutôt industrielles, plutôt des grosses boîtes. Le sujet aujourd'hui ça va plutôt être d'essayer de raconter comment ça s'est passé entre deux copains d'école d'ingénieurs qui avaient beaucoup de temps à perdre jusqu'à maintenant une entreprise où on est une quinzaine de personnes et cette année on va faire à peu près 1 million de chiffre d'affaires en 3 ans en passant nous par les levées de fonds. Alors c'est assez rigolo et j'aurais bien aimé qu'ils soient toujours là pour qu'on puisse en débattre un peu. On n'a pas forcément la même vue sur l'intérêt des levées de fonds, le premier participant et moi. Mais dans un sens, on se rejoint parce que nous, on est dans une des catégories qui décrivait comme être une catégorie entendable pour justifier la levée de fonds. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur qui est assez technologique, où on fait du produit et on a eu besoin de beaucoup de recherche et développement. Avant qu'on rentre vraiment dans les détails, j'aimerais bien juste poser une question toute bête. Qui ici a une entreprise ou essaye de lancer une entreprise ou est en train de réfléchir à lancer une boîte ? Ok. Et qui dans ces gens-là estime être dans un projet qui serait intéressant de financer par des investisseurs? Ou est déjà peut-être financé en fait en réalité? Qui aimerait. Ou qui aimerait être financé? C'est en contradiction avec le premier. Bah pas forcément, hein. Si vous êtes dans une des catégories qui décrivait, ça pourrait marcher. Personne? Allez, je m'en prie. Okay. Alors, il y a quelque chose qui est très vrai dans ce qu'il a dit, c'est que la levée de fonds, c'est clairement pas quelque chose qu'on va faire sans réfléchir. C'est-à-dire, on monte une boîte, on va pas forcément chercher à lever des fonds. Ça doit en tout cas pas être un objectif. Par contre, la chose la plus importante qu'il vous a expliqué tout à l'heure, c'est que lever des fonds, c'est un accélérateur. Et je pense que la chose qu'il a oublié de vous expliquer, c'est que c'est aussi un moyen de gagner du temps. Pas forcément au sens aller plus vite, mais s'acheter plus de temps. Et quand on est super jeune, comme nous quand on a lancé, on avait 22 ans, en fait le temps c'est une des ressources la plus importante qu'on ait, parce qu'on ne sait pas grand-chose à 22 ans. En fait, on était tous les deux ingénieurs en intelligence artificielle, du coup peut-être la seule chose qu'on savait faire, c'était développer des modèles d'intelligence artificielle. Mais aider des gens à développer des modèles, on n'avait jamais fait ça. Structurer une entreprise, on n'avait jamais fait ça. Commencer à essayer de vendre un produit, on n'avait jamais fait ça. Et si on n'avait eu qu'une seule chance, parce que la réalité du bootstrap, c'est que on vit au mois. Donc si on fait une bêtise un mois, le mois d'après, on est certainement un peu dans la panade. Si on n'avait pas eu ce temps-là, je serais certainement pas là et on n'aurait certainement pas une boîte comme on a aujourd'hui, parce qu'on aurait fait des bêtises qui sont dramatiques et qui auraient tué la boîte. Et le gros avantage d'avoir un petit peu d'argent, c'est qu'on peut s'entourer de gens qui sont plus compétents que nous et qui peuvent nous aider à pas faire ces bêtises-là. Et si tant est qu'on en fasse, parce qu'évidemment qu'on en fait, on va pouvoir récupérer la bêtise le mois d'après. Donc je dirais, moi, pour un peu nuancer ce qui a été dit avant, le gros avantage du financement externe par des investisseurs, c'est le temps, notamment quand on est assez jeune. Parce que c'est pas... Il n'y a aucune formation aujourd'hui qui vous apprend à monter une boîte. Et la seule manière de le faire, c'est
de se planter, en réalité, plein de fois, jusqu'à arriver à quelque chose qui tient la route. Nous, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à travailler sur Pixelia, on était 2 ingés avec un projet qui était beaucoup trop gros pour nous. Notre vision, c'était d'arriver à mettre de l'intelligence artificielle dans toutes les entreprises qui avaient aujourd'hui des caméras ou des gens qui faisaient des actions visuelles. Pour vous donner une idée, par exemple, nous travaillons avec des boîtes qui font de la production de matériel et qui, du coup, en bout de chaîne, ont besoin de savoir s'il y a des défauts ou pas sur les pièces qui ont été usinées. Avant, c'était fait par des opérateurs. Et maintenant, c'est des modèles d'IA et des caméras. Et nous, notre objectif, c'était de dire, OK, aux États-Unis, en Chine, sur APAC, donc Asie et Australie, le marché, il est assez mature. Mais en Europe, on est quand même un petit peu en retard sur l'intelligence artificielle. Et du coup, on aimerait beaucoup aider ces entreprises à faire ça. C'était ça le point de départ. Mais le vrai gros problème, quand on n'a pas grand-chose, on ne sait pas faire grand-chose, on a 23 ans et on sonne à la porte d'une grande boîte comme Enedis ou EDF, c'est qu'on ne nous prend pas au sérieux du tout. Et c'est très 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 difficile de justifier pourquoi ils devraient nous recevoir et encore plus pourquoi ils devraient acheter notre produit. Et la seule manière de le faire finalement, c'est d'arriver à un tel stade de maturité technologique pour que ce soit absolument incontestable que c'est intéressant de nous parler. Et ça, sans argent et sans temps des investisseurs qui nous permettent de développer sans rentrée de clients, on n'aurait jamais pu se le permettre. Pour vous donner une idée, nous on a commencé en 2020. On a rencontré les premières personnes qui ont investi chez nous 8 mois après. Et on a fait une toute petite levée de fonds de 350 000 euros. Ça paraît pas si petit, mais à l'échelle des entreprises technologiques, c'est pas énorme. Qui nous a permis d'embaucher 3 personnes et d'être 5 dans la société pendant 8 mois. Et c'est ça qui, en fait, a été le premier déclencheur d'un produit qui allait nous permettre de discuter avec des gens qui pourraient devenir nos clients. Sans ça, on n'aurait jamais pu le faire. En fait, on savait qu'il y avait un marché, on n'était pas en train de développer un gadget parce qu'il y a déjà des gens qui payaient pour résoudre ces problèmes. Petit écho au truc d'avant. Sauf qu'avant, ils employaient des gens, des entreprises, des ESN typiquement, pour développer des modèles d'IA pour eux. Donc on savait qu'il y avait un marché, on savait qu'il y avait un besoin, mais il n'y avait pas aujourd'hui de produits qui permettaient aux entreprises de ne pas passer par des ESN pour développer des modèles d'IA. Bon, ces premiers 350 000 euros, ils nous ont permis de faire ce qu'on appelle dans le jargon startup le MVP, je dirais, de la société, du produit. Et de se faire recevoir dans des entreprises comme, je sais pas moi, OVH, ArcelorMittal, enfin des gens qui comptent un peu dans le marché de l'IA et qui nous ont permis de faire nos premières références. Et là, d'un coup, tout s'est un peu accéléré puisque le marché de la technologie française est un tout petit monde. En fait, quand on regarde les entreprises qui développent des logiciels, elles sont à peu près toutes financées par les mêmes fonds d'investissement. Elles ont à peu près tout le temps les mêmes clients et ils sortent à peu près tous des mêmes écoles. Pas de chance, nous, on ne sortait pas des mêmes écoles qu'eux. On n'avait pas de papa ou de maman qui travaillait dans ces boîtes-là et on connaissait personne qui avait levé des fonds. Donc si on n'avait pas eu ces premières références qui nous avaient permis de rentrer un peu dans ce monde-là, on aurait eu beaucoup de mal à continuer l'aventure. On a eu une chance assez folle, c'est de rencontrer quelqu'un par hasard total. J'ai renversé une bière sur son pied, et c'est la vraie histoire. Quelqu'un qui travaillait dans un fonds d'investissement qui s'appelle Asica Capital, et qui avait aussi fait l'ENSET, la même école que moi, et qui lui aussi avait souffert de ce truc de si on ne vient pas d'une école parisienne, c'est très difficile en fait de lever des fonds. Et il nous a un peu introduit dans ce milieu-là. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on a fini par rencontrer soit des fondateurs ou fondatrices d'entreprises technologiques, soit des investisseurs. Et petit à petit, on s'est fait une crédibilité qui nous a permis d'aller faire un tour de table plus intéressant en août de cette année, enfin 2022, où là on a levé 3 200 000 euros et qui maintenant nous permet d'avoir une boîte à une quinzaine de personnes et d'aller vraiment taper des gens qui sont des vrais acheteurs potentiels et qui nous permettent une croissance beaucoup plus forte. Et tout ça, c'est parti de 2 petits gamins qui savaient rien faire et la seule chose qu'on avait, c'était juste de travailler beaucoup. Moi, j'aimerais m'attarder 2 secondes sur
comment est-ce qu'on peut développer une boîte technologique sans aucune connaissance a priori dans le milieu et quand même s'en sortir. Parce que on voit aujourd'hui beaucoup de startups logicielles qui viennent de gars qui ont fait, ou de filles, bon, malheureusement c'est souvent des gars, Polytechnique, Centrale, HEC. Et si on vient pas de là, c'est très dur de s'en sortir. Et si j'ai juste un conseil à donner, que vous soyez jeune ou pas jeune, c'est juste, en fait, ces gens-là, on peut clairement travailler plus qu'eux et avoir une référence. Enfin, en gros, on peut être pris au sérieux beaucoup plus fortement si on a des références technologiques qui sont fortes. Comme on galère un peu plus à lever des fonds quand on vient à Toulouse, si on travaille un peu plus et qu'on prouve des choses, derrière, on est pris beaucoup plus au sérieux. Et aujourd'hui, les fonds d'investissement qui parlent avec nous, ils nous prennent autant, voire beaucoup plus au sérieux que des fondateurs de boîtes qui viennent de Paris et qui ont fait des grandes écoles, alors que ce n'est pas toujours le cas. Je ne sais pas si c'est un petit jeu, mais quelle est la question que les fonds d'investissement me posent le plus, à votre avis? Le début, parce que tu as une fois de concept. Ça marche. Tu le connais pas tout ça. Non, la question qu'on reçoit le plus souvent, c'est pourquoi vous n'êtes pas à Paris? Non, même, quel est le rationnel à ne pas être à Paris? Puisque c'est encore plus comme ça. Et c'est vraiment la question que j'entends le plus souvent. Et pour moi, c'est une grande fierté, et aussi un grand jeu de leur expliquer qu'en fait, c'est beaucoup plus malin d'être à Toulouse. Et finalement, notre histoire, elle a absolument rien d'incroyable. La seule chose qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'on a travaillé pas mal. On a eu la chance de rencontrer des gens qui nous ont ouvert des portes assez chouettes. Et aujourd'hui, on a un peu passé ce truc de on est toulousain et on a un peu du mal à rentrer dans l'écosystème et les gens nous prennent au sérieux. Et j'espère sincèrement que si vous essayez ou vous êtes en train de lancer des boîtes technologiques, vous arrivez à faire exactement la même chose parce que c'est une hégémonie parisienne qu'il faut casser. J'ai un peu digressé, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Et en réalité, les choses commencent à changer. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu le monde des fonds d'investissement, mais il y a 2-3 trucs qui sont intéressants. Des fonds d'investissement parisiens ou même américains qui montent des bureaux, je vais faire un terme de parisien, désolé, en région. mais c'est de plus en plus vrai et c'est un super bon signal en fait. Il y a des bureaux qui s'ouvrent à Bordeaux, évidemment ils ne vont pas se mettre à Toulouse, hein, ça reste des Parisiens, mais à Bordeaux, à Lyon. Et quelquefois, à Toulouse, ils daignent venir par là. Et c'est super chouette parce que ça veut dire que ça décentralise un petit peu le financement des capitaux risques. Et j'encourage vraiment tout le monde à en profiter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans ces domaines-là, notamment dans la technologie. Sincèrement, je n'ai pas grand-chose de plus à vous raconter. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et comme ça fait un petit moment qu'on est là, j'imagine que tout le monde a envie d'aller boire un verre. Donc après, je serai là-bas aussi si vous avez des questions.